Merci d'être là. Bon, déjà, je vais casser un peu la glace. Donc, moi, c'est ma première conférence. Et donc, je suis un petit peu stressée. Voilà. Mais en tout cas, ravie d'être ici. Je m'habitue au micro. C'est pas évident. Et donc, j'ai créé un petit hashtag pour, à l'occasion, Mumpreneur SEO. Et j'ai renommé un peu mon titre Wonder Woman, mythe ou réalité. C'était un peu plus fun que trois vies en une. Donc, on y va. Donc, elle, bah, tout le monde la connaît. Ça va le micro? Ok. On la présente plus et elle représente une espèce d'idéologie de la femme et elle nous pousse à la perfection et il faut dire qu'elle a toutes les qualités. Elle est belle, elle est vaillante, elle est aimante, elle est aimée, elle est courageuse et voilà, c'est une vraie guerrière, elle est sur tous les fronts. Et donc voilà, elle nous pousse un peu dans nos retranchements au quotidien et en tant que femme, c'est un quotidien qui nous anime. Moi, c'est Anne-Sophie, donc je suis référenceur, autodidacte entièrement, entrepreneur au féminin. J'ai fondé l'agence Passe Devant, qui est une agence de référencement SEO. Et je suis maman active de deux jeunes enfants, de deux jeunes garçons, donc un de 4 ans et un de 5 ans, tout juste, 5 mois, excusez-moi, tout juste. Et on me retrouve sous le pseudo Anso SEO sur les différents réseaux. Donc au sommaire, on va voir, comme dans toute histoire, on va commencer avec les débuts, on va aller un peu sur le terrain et on va surtout aussi s'intéresser au dénouement parce qu'il y a quand même des réussites et puis il y a surtout des solutions. Donc un défi conscient, les débuts. Donc déjà pour commencer, quelques petites stats sur les entreprises. Donc, parce qu'avant de se lancer, normalement faut faire une étude de marché. Et évidemment, là je vous montre toutes les erreurs à ne pas faire parce que c'est tout ce que j'ai pas fait. Et donc là, les stats de l'INSEE, on se rend compte que les créateurs d'entreprises sont des hommes à 78%, et les femmes dans le secteur de l'information et de la communication représentent à peu près 13%. Si on regarde la pérennité d'une entreprise, si on s'intéresse un peu aux chiffres, donc sur la première année, les entreprises sont quand même assez pérennes, donc c'est plutôt engageant. Et à 3 ans, on a 70% des entreprises qui sont pérennes. Donc là, pour l'instant, moi, je suis dans mes 3 ans d'entreprise. J'entame tout juste la 4e année, donc je fais partie des 70%. Je suis contente. Et à 5 ans, on a 60% des entreprises qui sont pérennes. Donc l'objectif, c'est d'atteindre les 5 ans pour acquérir une stabilité. Donc on va parler un petit peu de mon parcours rapidement, aux antipodes du SEO. Et déjà, c'est de s'interroger à savoir est-ce que notre profil correspond au profil du SEO. Donc moi, j'ai un parcours assez atypique. Je viens déjà d'un milieu artistique. J'ai fait des écoles dans les beaux-arts, en design d'espace particulièrement. Après, j'ai un cursus très universitaire où je suis passée à la Sorbonne en histoire de l'art. J'ai fini par me spécialiser en histoire d'architecture contemporaine. J'ai un double cursus en sociologie, ce qui m'a permis de rentrer, d'intégrer l'école des hautes études en sciences sociales, où là, j'ai fait tout un parcours en socio-histoire de l'urbain. Donc après tout ça, j'ai aussi beaucoup travaillé à côté. Voilà, la vie oblige. J'ai revêtu pas mal de casquettes. J'ai été tantôt hôtesse, tantôt chef de rang, beaucoup chef de rang. J'ai aussi organisé des événements. J'étais assistante dans un collège. J'ai aussi assistante dans un cabinet d'architectes en PAO. Et j'ai aussi revêtu mon plus beau tailleur pour être hôtesse dans différents événements. Et voilà, que de bonnes expériences qui ont développé beaucoup de savoir-faire, du savoir-être aussi et beaucoup d'endurance. Donc, mais quel est ce fameux profil du SEO? Donc, heureusement, on a la fameuse enquête du SEO Camp qui est sortie il n'y a pas très longtemps et elle m'a bien servi parce que les résultats sont arrivés très récemment. Le SEO moyen est un homme déjà, il a 34 ans, donc il est assez jeune. Il a un bac plus 5, il est plutôt généralement issu d'une école de marketing e-commerce. Il est en CDI, il gagne à peu près 40 000 € à l'année et il se dit autodidacte et il se définit comme un véritable couteau suisse. D'accord, donc moi, vis-à-vis de ça, bon, bah déjà, je ne suis pas un homme. Mon âge, je ne vais pas me prononcer dessus pour l'instant. Bac plus 5, oui, j'en ai même 2. Donc ça va, je rentre dans les cordes. En CDI, bah, j'espère que ma boîte va me le permettre. Et les 40 000,
bah, ça c'est pareil, je croise les doigts. Et même pour plus. Et autodidacte, oui, complètement. J'ai les formations minimum que le SEO moyen a suivi et celle d'Olivier Andrieux, format SEO. Donc ça, c'est le cas aussi. J'ai aussi suivi celle de Laurent Bourrelli sur le cocon sémantique. J'ai passé tout de suite ma certification Google Analytics et je me suis spécialisée sur Google Tag Manager. Et plein d'autres formations encore que je ne citerai pas, mais excellentes. J'ai des compétences en e-commerce et en commerce et du fait d'avoir travaillé dans le milieu de l'art, il faut savoir vendre l'art. La restauration aussi, il faut quand même avoir des compétences en vente. Puis maman aussi est un vrai job en commerce et en négociation. Et puis après, bah voilà, les sciences humaines et la recherche aussi apportent énormément de plus-value. Donc le SEO, il y a eu forcément un élément déclencheur qui a été un moment donné avec toutes ces études où bah, il fallait faire un bilan de compétences et se poser. Et une formation qui m'a permis, bah, qui répondait en fait aux compétences que j'avais réunies au cours de toutes ces années. Donc par l'organisme Format Ouest dans la région des Pays de la Loire, une formation certifiante en tant que traffic manager et e-commerce. Et là, j'ai été travailler directement chez l'annonceur et c'est comme ça aussi que j'ai eu mon premier client avec qui je suis restée pendant 2 ans, qui a été aussi un peu mon client test, mon bêta client. Après, beaucoup de motivation, une passion parce que j'ai rencontré le référencement et qui à l'époque a été survolé et maintenant, enfin, je peux dire qu'il a été survolé aujourd'hui. À l'époque, je le savais pas. Là, donc, il faut vraiment qu'il y ait une passion qui naisse avec un goût du défi parce que le SEO est vraiment un domaine challengeant et c'est aussi ça qui m'a plu. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Déjà parce que j'avais surdiplômé, on n'arrivait pas à m'étiqueter, donc du coup très difficile de trouver un emploi. Et puis voilà, puis c'était un peu trop facile. Mais là aussi, il y a un élément déclencheur. Déjà au départ, c'était un projet collectif. Après très vite, on s'est retrouvés à 2. On était 2 associés. Elle est partie au bout de 6 mois d'entreprise. C'est pas grave, j'ai continué. Et voilà, à la recherche d'une indépendance intellectuelle et d'une indépendance financière sur du long terme. Et l'élément déclencheur a été la première naissance de mon fils. Pour moi, qui sert dans l'entrepreneuriat à court terme, après, il en faut un peu plus pour tenir sur du moyen terme, qui est aussi une revanche sur la vie. Et tout ça, en fait, ça crée un déterminisme et une endurance qui nous permet de tenir sur du long terme. Donc, mais dans tout ça, donc, on a vu la motivation. La motivation, il en faut parce que dès le départ, en fait, c'était pas vraiment gagné parce que voilà, pas de compétences en marketing, en e-commerce, j'avais pas de résultats prouvés. J'ai pas du tout d'affinité avec la compta ni le monde de l'entrepreneuriat, donc c'était vraiment pas ça. Et j'avais aucun réseau, pas d'amis, je ne connaissais personne dans la communauté. Et voilà, et puis déjà une vie de famille bien remplie. Donc là, on arrive sur le terrain et on passe de l'insouciance à la réalité. Et là, le terrain, très vite, nous reflète une réalité qu'on ne peut plus fuir. Et en fait, on se fait rattraper par notre manque de compétences. Et on va rencontrer de grands moments de solitude aussi au moment où on va vraiment rencontrer son client et on va vraiment commencer à essayer de le comprendre. Et au moment aussi où on va falloir qu'on établisse, qu'on mette en place son catalogue de services et établir des prix et d'être crédible surtout dans ce qu'on fait. Donc non, le SEO s'improvise pas, monter sa boîte non plus, mais on apprend sur le tas et là, il faut se spécialiser. Et on se retrouve inondé par une source d'information. Donc je suis bibliophile, donc j'adore les livres. Et on va faire aussi beaucoup de formations, on va se trouver des mentors parce qu'on a des figures en fait, des figures publiques dans le monde du SEO qui vont devenir un leitmotiv aussi. Et surtout, on va s'exercer à monter des sites et on va monter des sites un peu tous les jours pour mettre en pratique ce qu'on apprend à travers soit le web ou soit les livres. Et c'est à mon goût le meilleur moyen d'apprendre, c'est de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Mais c'est pas facile de se spécialiser quand on est déjà en train avec des clients dans l'opérationnel. Et voilà, il faut réussir à faire un peu la part des choses. Donc pas de business model et pas de business plan et ça c'est rigolo au départ quand on monte sa boîte et qu'on se retrouve à vouloir faire un petit prêt de trésorerie habituel
et que là, on nous demande, oui, il faut monter le business plan, et on se retrouve à monter son business plan sur de la théorie et sur des choses. En fait, rien ne repose. Enfin, il n'y a aucun fondement. On ne sait pas du tout combien de clients on va pouvoir acquérir. On a aucun process. On ne sait pas du tout comment ça se passe sur le marché. Donc, on établit un business plan qui est que finalement de l'illusion. Tout ça, c'est très chronophage, on apprend le métier, en même temps, voilà, donc là, on a un grand moment de solitude, on n'a pas de rendement, pas de rentabilité, et on subit plus que ce qu'on prend de plaisir. Le business model, pour quand m'aurait évité, enfin évite pour tout le monde bien des déboires. C'est vrai de ne pas être passé en agence avant. Je serais passé en agence avant, j'aurais peut-être connu déjà tous les outils du marché qui nous aident à faire notre métier. Et on se retrouve confronté à la fameuse boîte à outils du SEO où voilà, on fait beaucoup de tests, ça coûte beaucoup d'argent, on va dépenser beaucoup de budget et finalement on se rend compte que dès qu'il y a de l'argent qui rentre, on le dépense soit dans une formation, soit dans des outils. Et voilà, donc tout ça c'est beaucoup de temps passé et on a tendance à s'y perdre. Et là, on rencontre notre client. Donc, comment le connaître et comment reconnaître son client? Donc ça, c'est la grande question. Au début, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tout fonctionne heureusement, le bouche à oreille fonctionne et on n'a pas besoin de prospecter. Et heureusement pour nous, parce que de toute façon, dans tous les cas, on n'aurait pas su prospecter parce que déjà, on ne connaissait pas son client, on n'a pas fait d'études, on n'a pas construit son buyer persona. On n'a pas d'expérience non plus, donc ce qui fait qu'on n'aurait pas réussi à se vendre comme il faut. Et donc le bouche à oreille, c'est top, seulement c'est lent. Donc forcément, l'évolution est pas rapide. Et c'est pas pérenne dans le temps et c'est très limité en termes d'acquisition. La fameuse question de la facturation et du catalogue, au départ, on me disait tout le temps, montre-moi ton catalogue de services. Et puis à chaque fois, je suis attends, je vais construire mon catalogue et je ne savais pas quel service et quel prix mettre en face. On n'a aucune expérience pour pouvoir calculer un prix par rapport à un taux journalier et faire un calcul de rapport au temps. Donc tout ça, c'est compliqué et puis on se retrouve confronté à la fameuse erreur du débutant qui est la sous-facturation. Pourquoi par manque de manquement. Donc on n'a pas de connaissances, pas d'assurance, toujours pareil, process, on n'a pas de réseau vers qui se tourner pour demander. Et donc le résultat, on travaille trop pour rien. Au début, tout prend 10 fois plus de temps, rentabilité zéro, et puis au final, c'est le burn-out. Et coupler ça à la vie de famille, ça fait double burn-out avec le burn-out parental. Donc ça fait pas bon ménage. Donc la question, c'est comment facturer. Pour moi, c'est vraiment une question ça dépend aussi de chacun. Et on ne sait pas parce que notre catalogue n'est pas construit, notre client n'est pas défini et notre branding non plus. Et du coup, voilà, la question de la budgétisation, est-ce qu'on va mettre en place une budgétisation forfaitaire au résultat ou axée sur la faisabilité? Donc tout ça, c'est pareil, pour moi, c'est une question de valeur aussi, c'est une question aussi d'objectif et de savoir ce qu'on a envie de véhiculer. Puis là, on aimerait poser des questions, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Et là, on est confronté à la communauté du SEO qui est, somme toute, très gentille et très accueillante, mais masculine et impressionnante. Et en tant que femme, c'est difficile de se positionner. C'est difficile quand on n'a vraiment aucun contact d'aller vers les gens. Donc il faut prendre son courage à deux mains. Et puis on se rend compte que le profil de la femme est beaucoup plus axé sur des métiers de la rédaction. Et donc voilà, je me suis pas forcément orientée dans cette voie, mais plutôt dans de la gestion de projets SEO. Et je suis plutôt adepte de l'idée, je crois beaucoup au concept du maître et de l'élève. Et c'est un concept qui existe depuis la nuit des temps et on voit ça beaucoup dans le milieu artistique. Et ça a toujours été mon rêve de trouver un maître et c'est une idéologie qui nous apprend tout ce qu'il a, qui nous transmet toute son expérience et son savoir. Mais ça, c'est très difficile aujourd'hui, de nos jours. Et finalement, je dis, Chloé, seul le temps sera ton meilleur ami. Mais voilà, tout ceci n'est que du bonheur. C'est comme avoir des enfants. Donc, on ne baisse pas les bras. Il y a des solutions et il y a des réussites. Donc là, c'est donc voilà, le dénouement de tout ça. La sous-traitance. Donc on a vu que le SEO se définissait comme le couteau suisse.
Et c'est vrai, je le confirme. Donc voilà, comme je l'ai écrit, la pluridisciplinarité du SEO est à l'essence même de la problématique. Parce que justement, on ne peut pas tout faire. Il faut choisir et surtout, il faut choisir vite. Et il faut savoir sous-traiter très rapidement et déléguer le travail pour pouvoir fournir des prestations de qualité à ses clients. Et là, faut s'armer de trouver des rédacteurs, de faire confiance, de trouver un bon dev, c'est indispensable. Et puis de savoir, de trouver des personnes de confiance ou se diriger vers des plateformes compétentes pour pouvoir acheter des liens et proposer des services de netlinking. Il y a, tout ça, c'est pareil, il faut un réseau, mais quand on n'a pas de process, faut les mettre en place parce que c'est aussi après de la gestion et il faut pouvoir gérer ça efficacement. Donc, il faut apprendre forcément. Là, c'est moi qui je vais donner des conseils. Évidemment, il faut apprendre à connaître son client et devient son guide et parle son langage. Et devient son guide et pas son héros. C'est ce que j'ai appris dernièrement dans une formation de coaching justement où la personne soulignait ça très justement. C'est voilà, c'est vraiment le fil conducteur, c'est de devenir le guide du client et non pas son héros. Et voilà, et apprendre à construire son buyer persona, c'est indispensable. Et pour tout vous avouer, c'est un exercice auquel je me prête actuellement. Et j'aurais été incapable finalement de faire ça il y a 3 ans au début, alors que je connaissais pas du tout mon client. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens de le faire pour moi. Et ça me permet de mieux m'orienter maintenant vers les bonnes personnes et surtout d'adapter au mieux mon discours par rapport aux personnes que j'ai devant moi. Donc face à ton client, pour moi, la meilleure force, c'est ton savoir-être. Pourquoi tu vas te plonger dans son univers business et là, tu vas mettre en place de l'empathie. Tu vas t'intéresser à son parcours et ça va provoquer de la sympathie que tu vas venir nourrir. En analysant ses objectifs, tu vas faire preuve d'objectivité et en analysant ses concurrents, tu vas faire force de persuasion. Tout ça, tu vas mettre avec toutes ces super qualités, tu vas te rendre disponible et être rationnel et garder ton client au centre parce que pour moi, le client, pour moi avant tout le SEO, j'en ai fait un métier. J'ai construit, c'est comme si j'avais construit ma petite bulle et l'humain reste au centre de mes préoccupations dans mon contact client. Et puis, à chaque fois, quand je n'ai pas la solution, je sais quand je connais pas la solution au problème, je sais qu'il y a toujours une solution dans tous les cas. Et donc, je prête l'oreille à mon client quand il en a besoin, mais surtout, voilà. Mais j'oublie pas que moi aussi, je peux avoir des problèmes et mon client n'a pas forcément les solutions pour moi, donc il faut aussi savoir, voilà, savoir garder du temps aussi pour soi. Les process. Au départ, on me disait tout le temps, fais focus sur tes process, le process c'est important, mais moi, pour tout vous dire, je ne savais pas ce que c'était un process. Pourtant, on sait tout ce que c'est. Mais tant qu'on ne les a pas créés, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et oui, c'est un gain de temps, de rentabilité et un gain d'assurance et de fluidité pour nous et pour notre équipe et pour notre client. Le process, donc le focus essentiel, donc pour closer son client avec plus de fluidité et plus d'assurance, pour construire son reporting client, pour avoir un gestionnaire de projet adapté au SEO et pour le jour où on se retrouve plus seul dans sa boîte. Pour closer son client, avoir une bonne page de destination, avoir un formulaire préconstruit, un doc d'audit donc préconstruit avec une proposition commerciale pareil, des devis déjà, des modèles de devis et un système de facturation, le tout en semi-automatisation. Construire son reporting client, finalement, moi j'ai toujours été sur Data Studio, mais maintenant je l'intègre à Notion. Et comme ça, le client a un petit site, c'est comme s'il avait un mini site web sur Notion pour suivre tout son reporting. Et pour tout ce qui est gestionnaire de projet et puis gestion de son équipe, désormais je travaille avec Notion, Airtable et les questionnaires Airtable avec un mélange de Zapier et de Slack, on arrive à automatiser pas mal de choses et à gagner beaucoup de temps. Si on fait un petit focus sur la manière de closer son client, donc moi aujourd'hui j'ai un processus en 7 étapes, donc du premier contact téléphonique, donc évidemment je vous passe la page de destination,
Là, selon le premier contact téléphonique, c'est une manière de faire connaissance avec mon client et selon nos échanges, je vais avoir le formulaire adapté à lui envoyer derrière. Ce formulaire-là, généralement, il va convaincre aussi le client de passer par un audit, ce que j'appelle un audit de premier contact, que je facturais pas au début parce que j'avais tendance à trop sous-traiter et puis à faire beaucoup de cadeaux. Mais aujourd'hui, qui est facturé et ça aide dans la prise de conscience du client aussi face aux facteurs bloquants et surtout dans un engagement aussi dans une mise en place de stratégie SEO. Ce mini-audit, il est rendu en présentiel directement au client et ça permet d'échanger, ça permet de recueillir aussi ses sentiments. Et c'est aussi là-dessus qu'en fait, on va s'appuyer pour construire la proposition commerciale qui est déjà pré-remplie parce que pour ça, j'ai des modèles. Et derrière ça, et cette proposition commerciale, elle est encore une fois expliquée et montrée directement au client. Et c'est aussi la proposition commerciale qui va permettre de parler d'argent librement parce qu'il y a toujours cette question difficile d'accès, cette question de budget qui est toujours difficile à élucider avec son client. Et c'est ici que finalement le devis va ressembler exactement à l'ensemble de ces échanges et où mon client signe finalement ce document final qu'on a finalement construit ensemble au cours de ces 7 étapes. Les process vont surtout aussi ici sur la gestion de projet et la gestion d'équipe. Donc le client, maintenant je fonctionne beaucoup à la méthode la méthode de 90 jours que Stan Leloup évoque beaucoup à travers son petit livre qui est sorti il y a 1 an ou 2, ouais, il y a 1 an. Et cette méthode qui est vraiment très bien pour mettre des objectifs à 3 mois au trimestre. Et donc voilà. Donc après, il a tout son suivi projet sur Notion. Là, on communique par Gmail, mais tout ça, c'est relié à une base de données, donc sur Airtable. Et l'équipe, on travaille sur Slack, et c'est pareil, on peut tout relier à Airtable, Notion, et tout ça, c'est un complément. Je travaille beaucoup avec Mastermind parce que je fais beaucoup de suivi projet en Minmap pour le SEO. Pour moi, c'est très pratique de visualiser l'ensemble de mes stratégies. Donc voilà, Data Studio, comme j'en avais parlé, qui remonte donc en visuel pour le client. Et donc voilà. Et sur Airtable, on va travailler avec 4 bases de données. Une base de données CRM, une pour les campagnes SEO de manière générale, les campagnes de contenu et les campagnes de netlinking. Le modèle de facturation à choisir. Donc, dernièrement, il y avait Olivier Andrieux qui soulevait cette question dans une série de vidéos assez récentes. Est-il possible de s'engager sur des objectifs? Donc ça, c'est vraiment la question. Voilà, chacun a son point de vue. C'est pas, je débat pas dessus, mais justement, il soulignait de s'engager sur une croissance avec une obligation de moyens. Et c'est une idée que je rejoins et sur laquelle aussi je mets plutôt aussi je mets l'accent sur la faisabilité du projet et où je sensibilise énormément le client sur la question. Avant, je facturais, j'avais une manière de facturer où j'attribuais du budget au contenu, j'attribuais du budget au netlinking et tout ce qui est optimisation on-site, parce que donc le budget de contenu, c'est de la stratégie de contenu avec de la rédaction de nouveaux contenus. Maintenant, je budgétise globalement la faisabilité du projet et dedans, je vais inclure forcément de la stratégie de contenu, du netlinking et du on-site. Et c'est différent, c'est juste une autre manière de présenter les choses. Et ça c'est surtout pour aller plutôt, pour être sûr d'arriver sur des résultats optimaux et que le client soit satisfait. Et la facturation, on passe en automatisation avec soit de la compte traditionnelle ou de la facturation mensuelle selon l'étalement du budget. Et voilà. Comment s'entourer? Donc s'entourer est primordial pour mieux avancer, c'est vrai. Et il faut vite se faire des amis dans le SEO, ça sert et c'est encourageant. Ça nous fait sortir aussi un peu de chez nous, c'est important. Pour ça, il y a la communauté, donc la communauté avec le SEO Camp. Participer à des events, se trouver des mentors, comme je le disais au début. Donc là, j'en cite que quelques-uns et c'est juste un tout petit échantillon. Mettre sa veille en place et adhérer à un réseau professionnel. Donc ça, c'était quelque chose que je négligeais beaucoup au début, surtout un réseau
Je n'avais surtout pas le temps de m'investir dans un réseau professionnel. Enfin, je prenais pas le temps, c'est différent. Et après avoir longuement hésité entre la BNI et Bouge ta boîte, et c'est pas parce que c'est un réseau féminin, mais c'est parce que finalement ça me correspondait beaucoup plus. On est à taille humaine, on est sur une dynamique vraiment sympa. Et c'est pas trop non plus contraignant comme peut l'être un peu plus le réseau de la BNI. Et les réseaux sociaux, alors oui, j'avais pas d'affinité avec les réseaux sociaux, pas du tout, mais c'est très important et aujourd'hui, particulièrement, particulièrement aujourd'hui où je me rends compte en fait qu'il faut absolument soigner son branding et construire son branding pour construire sa propre communauté finalement et apprendre à fédérer sa communauté, travailler son pitch, sa storytelling, et puis prendre son courage à deux mains pour passer un peu sous les projecteurs et aller se montrer un peu plus sur Instagram ou YouTube ou ailleurs. Et c'est là où en fait on va arriver au résultat et là je tiens à insister que le concept de réussite en fait appartient à chacun parce que finalement aujourd'hui je me retrouve plus à faire de la gestion de projet et puis finalement au départ dans ma vie d'avant où j'avais revêtu plusieurs casquettes, aujourd'hui c'est encore le cas parce que je passe beaucoup de temps au téléphone, donc je suis tantôt hôtesse, tantôt je fais autre chose. Mais voilà, c'est top. Et finalement, l'idée maintenant, c'est de trouver du temps pour pouvoir encore se perfectionner encore plus en SEO et prendre vraiment du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que l'entrepreneuriat forcément prend beaucoup de place dans le quotidien. Donc en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc, moi, ma jeune entreprise, c'est à 3 ans. Donc j'ai fait une première année, une deuxième, une troisième année pleine. On voit la progression sur l'acquisition client. Là, sur 3 ans, en toute transparence, j'ai cumulé 42 clients sur 3 années pleines. Sur ces 3 ans, on voit bien en fait là le taux de fidélisation sur la deuxième et la troisième année. Et là-bas, je vous mets sur déjà ce qui est déjà acquis sur la quatrième année et la perspective en vert sur ce qui est prévu sur à court terme. La répartition de mes clients, donc moi je suis située à Nantes, donc forcément j'ai la moitié de ces clients de ces 3 dernières années qui sont situés en local. Et après, je m'occupe de beaucoup de sites e-commerce qui sont répartis un peu partout sur le territoire. Donc voilà, c'est assez varié, puis ça me va très bien. Ils se répartissent comment sur les thématiques? On est plutôt sur du bien-être et santé, beaucoup en local. Après, sur du loisir et de l'événementiel, et là, ça peut être des photographes ou autres métiers, sur de la beauté et de la cosmétique, en e-commerce énormément, et déco-maison en e-commerce et en local également. Je me suis spécialisée sur WordPress, donc les trois quarts de mes clients sont sur le CMS WordPress, et de plus en plus, là, j'ai des PrestaShop qui commencent à rentrer depuis un petit moment, mais qui arrivent de plus en plus. Finalement, j'ai une part d'audit dans mes prestations. On a une part d'accompagnement où là, on accompagne nos clients vraiment sur du long terme. On fait de la création de sites aussi et finalement du SEO beaucoup plus en localisé et de plus en plus du SEO en one shot. Et finalement, on voit que la répartition en fait des prestats est à peu près à part égale. Maintenant, le nerf de la guerre, les chiffres. Bon, là, je les ai pas écrits. Après, ce qui n'est pas le plus important, c'est pas les chiffres en soi, mais pour moi, c'est l'évolution. Et si je vous mets ce qui rentre, un CA qui rentre, comme ça n'a pas de sens. Par contre, si on le met au regard de la trésorerie, donc là, la chose pour laquelle une petite boîte se bat au quotidien, là, on constate, on a commencé avec une première année raisonnable et la deuxième année l'évolution a été vraiment moindre. On a fait x2 sur le chiffre d'affaires sur la troisième année, avec x10 sur la trésorerie qu'on avait perdu entièrement la deuxième année. Et sur la durée, ça montre un peu ça. Et là, si on met en corrélation en fait le nombre de clients qui rentrent, on se rend compte qu'en fait, voilà, on a eu cette première année grâce au bouche à oreille avec des clients. Donc là, ça nous a permis de démarrer comme il faut. Et finalement, parce que sur des problèmes de sous-facturation, parce qu'il fallait se spécialiser, parce qu'il fallait mettre ses process en place, on a perdu beaucoup de temps. Et c'est aussi là, on a testé beaucoup d'outils, on a fait beaucoup de dépenses. Finalement, on a perdu toute la trésorerie. Pourtant, on avait plus de clients. Et c'est là qu'on se rend compte que cette deuxième année a été compliquée
et qu'on commence à s'asseoir sur nos acquis, enfin vraiment à progresser sur une deuxième année. Et c'est là où c'est encourageant donc pour atteindre la stabilité à 5 ans. Voilà. Donc si on reprend notre petit plan de début, donc au début, bah, c'était voilà. Au début, je vous avais mis les hashtags SEO, mumpreneur. Et après, on est parti sur le terrain. On était preneur SEO mum et mumpreneur SEO. En fait, tout ça pour dire que c'est qu'une question d'équilibre. Au début, j'étais vraiment SEO parce que bah, l'idée, c'est déjà d'apprendre mon métier comme il faut. Et puis, j'étais maman et entrepreneur. Et finalement, l'entrepreneuriat a pris le dessus sur la deuxième année. Ça a été beaucoup plus compliqué. Et j'ai mis mon côté maman vraiment en dernier plan. Et finalement, c'était pas le bon équilibre. Et finalement, le meilleur équilibre, c'est quand même de conserver son rôle de maman au premier plan. Parce que c'est ici qu'on trouve vraiment notre équilibre psychologique. Le côté entrepreneur. Et voilà. Et finalement, en dernier, le côté SEO. Même si c'est notre cœur de métier. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une question, Mug? Tu n'as pas préparé de question, Mug? Si j'en ai préparé une, forcément. Quand même. La question de départ. Alors. Là, Oula. bon, ça, c'était le petit mémo pour mes petits conseils à moi, qui ne sont voilà, dans le monde des bisounours pour monter sa petite boîte. Et alors, Wonder Woman ou pas? Alors, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, alors soit on lui donne, soit on réfléchit à notre question. Non, c'était très bien. Allez, c'est très bien. Question, Non. Ah, ben c'est un homme qui gagne la question, alors voilà, qui gagne le meuble. Ah ben voilà. Ouais, c'est vous. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur ce parcours? En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé, c'était super intéressant. Effectivement, bah, comme tu le dis, effectivement, le SEO, bah, c'est une chose, c'est de la technique, etc. Mais l'entrepreneuriat, ça demande plein d'autres choses et plein d'organisations, et tes process sont super intéressants. Et moi, je voulais savoir, par exemple, c'est quoi la différence entre, tu dis, ton client, il faut que tu sois un guide, mais pas son héros. C'est quoi que tu entends par là, en fait? C'est-à-dire que, en fait, on est guide et pas son héros. C'est pour moi, je dois accompagner mon client et lui montrer la bonne voie. Et c'est pareil je pense que c'est important quand j'accompagne le client, en fait, c'est pas qu'ils dépendent de moi non plus. C'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, en fait, ils arrivent soit à internaliser en fait des compétences en SEO, soit le plus gros du travail a été fait et après ils arrivent à internaliser en fait du SEO en interne pour maintenir leur référencement. Et en fait, c'est d'être pédagogue et de leur montrer le bon chemin aussi. C'est-à-dire de pas faire en sorte que le client ait besoin de nous tout le temps. C'est un peu comme en fait être la maman du client, puisque du coup tu lui apprends à s'autonomiser et à se débrouiller Exactement. et à Et après, comprendre. ça va peut-être à l'encontre de la fidélisation, mais il aura toujours besoin de moi pour autre chose. Et c'est pas, voilà, Non, mais moi c'est je une suis d'accord, philosophie. effectivement, il vaut mieux éduquer son client, ça permet de gagner du temps et d'aller sur des trucs plus intéressants avec lui. Donc effectivement, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Sinon, moi j'ai plein de questions, hein. Moi je peux rester longtemps. Moi j'avais vu des process et quand tu disais que tu faisais donc sur Airtable, je connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu globalement, ça sert à faire quoi exactement? En fait, Airtable, c'est uniquement des bases de données, donc c'est que des tableurs. Et du coup, dedans, en fait, j'ai plusieurs bases de données. En fait, j'ai ma base de données CRM en fait, ça fonctionne comme un vrai CRM. Ça nous permet de gérer l'ensemble des clients. On peut gérer la pipeline d'opportunités et de conversion d'un client. Dedans, après, on va avoir tout le suivi projet. Donc, en fait, on peut créer. Moi, je sais que j'ai des prestats. Par exemple, je vais différencier tout ce qui va être campagne de contenu, campagne de netlinking. Donc, on crée des projets et en fait, tout ça, c'est pareil. En fait, il y a une manière d'automatiser et de créer ces projets-là. Et en fait, c'est que des bases de données qui appellent des bases de données. Finalement, quand on va créer une tâche, ça va être relié à un projet, qui va être relié à un client, qui va être relié à une entreprise. Et, par-dessus tout ça, on peut donc relier Slack en automatisation avec Airtable pour que même quand on converse dans Slack, en fait, ça crée des tâches. Et puis, inversement, sur pas mal de choses. Et, Ça, du coup, tu as dû mettre du temps effectivement à tester tout et à mettre en place bien ça, non, quoi. oui, ça prend énormément de temps.
Allô, une petite question. Tu as dit un moment plusieurs fois on. Tu travailles déjà avec une autre personne ou... Non, c'est vrai, c'est marrant parce que je les inclus beaucoup dans. Je travaille toute seule. Je travaille toute seule, mais on est plusieurs. Ouais, c'est ça. Je suis pas toute seule dans ma tête. Et non, non. Puis après, j'ai deux alternants depuis un an Ah oui. et qui sont là avec moi. Après, c'est vrai quand on est dans un bureau de 35 mètres carrés, en fait, on est une petite équipe rapprochée. Et donc, ils sont avec moi pendant 2 ans. Et puis, c'est une équipe. Après, c'est aussi des jeunes que je forme aussi dans l'espoir de peut-être certainement de les embaucher l'année prochaine. On croise les doigts. Et donc c'est tous ensemble parce que même si ça fait qu'un an qu'ils travaillent avec moi, c'est aussi un travail d'équipe. Et s'ils n'avaient pas été là, je ne pourrais pas non plus mettre en place tout ça. Donc ils sont concernés aussi autant que moi en fait à la réussite de la société. Alors, juste comme tu traitais aussi l'aspect MOM, dans quelques années, tu auras encore 2 nouveaux collaborateurs. Mais Ce sont... j'aurais pas de nouveaux Non, enfants, non, moi. non, non, c'est pas ça. Tes enfants, tu pourras leur faire rédiger du contenu. Et moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est ce que je fais. Ils ont un peu plus enfin, ils ont 12 et 14 ans. Et c'est un très bon exercice. Ils apprennent tu vois, à faire des beaux contenus. C'est à la fois utile pour eux et pour toi. Exactement, je vais leur faire des textes à Ah non, je trous. les paye, je les paye, je les paye. Ah bien sûr, je les paye. Ah oui, oui, c'est eux qui ont d'ailleurs m'ont donné l'idée hein, pour recevoir des fonds. Et du coup, ils voient l'intérêt d'être bon en français, en fait, de pas faire des fautes et tout ça. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. En fait, avec ta conférence, on comprend vraiment à quel point c'est imbriqué tout ça, en fait, la vie perso, la vie pro. Et ouais, c'est top. Est-ce que vous avez d'autres questions, des parcours? Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce que ta prospection, tu l'as fait par téléphone exclusivement? Est-ce que tu as déployé une stratégie de contenu sur LinkedIn avec des contenus constants, de content marketing, ou c'est surtout par téléphone? En fait, je prospecte depuis un an seulement. Enfin, j'ai accepté l'idée de le faire depuis un an. Et non, pas du tout par téléphone, pas démarchage emailing, rien de tout ça. J'essaye de prospecter par justement en construisant mon branding, surtout sur LinkedIn. J'ai construit un gros réseau sur LinkedIn. Et là, on va dire qu'il y a un tiers de l'acquisition client sur la dernière année et demie s'est faite via LinkedIn et sur des clients, des clients intéressants. Enfin, intéressants. Tous mes clients sont intéressants. C'est vraiment, je tiens vraiment à ne pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Mais voilà, ça a été vraiment sur LinkedIn et maintenant, depuis peu sur Instagram. Et oui, ça fonctionne, mais c'est une démarche vraiment de contenu et par le contenu. Et je tiens à conserver en fait cette méthode d'acquisition. Moi, j'ai une question, c'est au niveau de ton planning. Comment tu t'organises toutes les semaines en disant bah, le lundi, je fais ça, je découpe 2 heures et après je fais ci. Enfin, comment tu gères un peu tout ça? Je le gère pas. Ah, ok. Non, non, non. Dernièrement, déjà, je travaille du lundi au vendredi. Depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai mon bureau. J'ai jamais accepté de travailler chez moi. Donc, du coup, j'ai pris un bureau depuis le début et donc je travaille du lundi au vendredi à temps plein. Et la première année, voire les 2 premières années, le dimanche aussi. Le samedi, c'est le samedi enfant. Et sinon, maintenant, aujourd'hui, le lundi, je suis off pour les clients et je travaille en interne. Et j'essaye de découper mon temps, en fait, vraiment en fait, à travailler par client sur des journées. Et pas, j'évite maintenant de scinder mon temps. En fait, c'est vraiment de faire focus sur des clients ou focus sur des choses. Mais ça, c'est dans les faits, parce que dans la réalité, on est beaucoup coupé. On fait comme on peut.